Et on est de retour sur le plateau de France 24 avec nos journalistes Mariam Pirzadeh et Bar Makoy. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Également avec nous notre invitée Sebiteh Farsi, réalisatrice iranienne. Bonsoir à vous. Je vous donne la parole en premier, comme Mariam, comme Bar, comme Ershad que l'on voit dans le documentaire. On imagine que vous avez vous aussi des proches qui vous ont contacté, qui vous ont informé de la situation en Iran. Est-ce qu'ils vous ont décrit ces mêmes scènes d'horreur ? Oui, des choses extrêmement terribles, notamment à Rasht, des proches qui avaient manifesté, qui étaient coincés dans le massacre du bazar de Rasht le 8 janvier, le jeudi 8. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant quelques heures, les forces de l'ordre apparemment étaient un peu en retrait et il y avait énormément de monde. Les gens sont sortis et puis ils se sont dirigés vers le centre-ville. Le bazar n'est pas loin. Et ensuite, ils ont été ciblés et dirigés vers le bazar. Et là où il y a eu un incendie lancé et les manifestants ont été coincés, beaucoup. Nous, on a perdu un proche qui a été touché par balle. Il est mort. Et sa sœur racontait, m'envoyait un témoignage comme quoi son frère était mourant par terre. Et sa fille s'était jetée sur le père qui agonisait et les forces de l'ordre le matraquaient malgré le fait qu'il était en train de rendre l'âme. La jeune femme essayait de protéger son père, il voulait l'arracher et c'est sa tante qui a hurlé, qui l'a retenu par la main, qui a hurlé jusqu'à ce qu'il la lâche. Enfin, c'est vraiment des détails et j'ai encore les sanglots dans l'audio. Là, on ne peut pas le diffuser malheureusement, mais ça m'a vraiment bouleversé ce message. Elle décrivait aussi la façon dont la foule a été dirigée, enfermée dans les dédales du bazar. Les pompiers n'ont pas eu l'autorisation, n'ont pas pu intervenir. Donc en fait, il y a des gens qui sont morts, brûlés, vifs. Et des détails atroces. Vous avez connu la révolution de 1979, vous étiez en Iran à cette époque. Est-ce que vous dressez un parallèle entre ce que les Iraniens vivent aujourd'hui et ce qu'ils ont vécu il y a 47 ans de cela ? En termes de l'ampleur des manifestations, oui, je dirais que les images, puisque là, malheureusement, j'étais pas là, mais les images que j'ai vues sur quelques-unes des journées les plus fortes de début janvier, oui, ça rappelait les foules qui se formaient, les cortèges qui se formaient en 78, donc fin 78, début 79, oui, juste avant la chute du régime du Shah. Mariam Bahar, comment vous y êtes prise pour compiler toutes ces vidéos, pour les vérifier ? Sur quel réseau vous êtes allée les trouver ? En fait, dès le 28 décembre, c'est pour ça que c'est très important de commencer le 28 décembre, parce que comme ça casse le narratif que veut mettre en place le régime iranien de dire que ce sont des manifestations qui ont été montées depuis l'extérieur. C'est vraiment la volonté de montrer que c'est vraiment, comme le dit très bien Ershad Alijani dans ce documentaire, c'est la crise de trop en fait. Ce taux de change, c'est que les Iraniens n'en peuvent plus. L'inflation est tellement forte qu'un jour, ils arrivent dans un magasin, le prix d'une denrée principale a doublé, a triplé. Impossibilité d'avoir une vie correcte. Et ils sortent spontanément en fait. Et tout le monde commence à se joindre à eux. Les étudiants, 48 heures après. Et on voit toutes les villes, même des villes. Moi, il y a des villes que je googlais tellement, parce que je ne les connaissais pas, des toutes petites villes un peu partout en Iran. Et c'est pour comprendre comment ce mouvement est né et qui amène donc au pire massacre que jamais connu l'Iran, les jeudis 8 janvier et les vendredis 9 janvier, puis la coupure Internet. Et en fait, pendant ces 2 semaines de blackout, on a été très, très inquiets ici. Parce qu'il y a quelques images qui arrivent à sortir d'Iran. On se rendait compte que la répression avait été la plus terrible qui soit en 47 ans. Et on n'avait aucune nouvelle de nos proches ou de personnes qui avaient manifesté et on ne savait pas s'ils étaient en vie. Puis il y a Internet qui revient partiellement et là, il commence à nous parler. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose de ça. Il faut raconter l'Iran par les Iraniens depuis l'intérieur de l'Iran. Et donc c'est pour ça que tout au long de ce film, on utilise beaucoup le téléphone portable parce que c'était notre lien
avec les personnes là-bas. Et c'est vraiment à ça, je pense que je parle au nom de nous 3 franco-iraniens et de Julie Dungeloff qui réalise le film. On a vraiment, vraiment voulu, on a pensé qu'à eux en fait, pendant ces 10 jours de montage et ces compilations de vidéos. Que vous trouviez où exactement sur des réseaux vraiment classiques comme Twitter? Instagram, oui. Il y a des activistes qui mettent ces vidéos en ligne grâce à des activistes en Iran qui ont accès à Starlink. Je crois que c'est quelques dizaines de milliers de boîtiers, hein, c'est pas énorme. Et donc, ces gens ont pris des risques pour pouvoir envoyer les vidéos. Sur place, les gens aussi ont pris des risques en filmant. Et c'est grâce à eux qu'on peut avoir les images à l'étranger. Il y a aussi cette personne qui avait parcouru des milliers de kilomètres, Mariam, Oui. qui a filmé la morgue de De Cahuzac. Donc, qui a parcouru des milliers de kilomètres pour pouvoir sortir les images. Et c'est grâce à ces personnes qu'on a pu avoir accès à des vidéos. Et il y a des vidéos qui nous sont parvenues ensuite aussi directement. Mais ça, c'est une fois que l'accès Internet s'est rétabli. Et la plupart des documents qu'on avait, quand même, c'était plutôt des voice ou des textos, parce qu'effectivement, avec la faiblesse des connexions Internet, c'était vraiment pas évident pour pouvoir recueillir des images, des vidéos. Quand ils ont coupé Internet, les Iraniens, ils avaient plein de... Alors, il y en a plein qui ne sont pas sortis avec leur téléphone portable parce que s'ils se faisaient arrêter, ils ne voulaient pas être identifiés, ils ne voulaient pas être géolocalisés, parce qu'il suffisait juste que vous passiez à côté d'une zone de manifestation, en voiture ou à pied, vous receviez un SMS et un coup de fil en disant « Vous avez été dans une zone de manifestation, veuillez vous présenter au commissariat ». Donc, ils ne le voulaient pas. Mais il y a beaucoup d'Iraniens qui ont quand même filmé. Et là, encore maintenant, on est le 7 février, il y a des vidéos d'il y a un mois qui arrivent encore et encore sur les réseaux sociaux. Donc là, ils envoient avec des connexions extrêmement faibles, qui prennent des heures pour envoyer 30 ou 40 secondes. Donc les vidéos qu'on a, on ne les a évidemment pas reçues le 9 ou le 10 janvier, on les a reçues après, quand Internet a été partiellement rétabli. Certaines des images que l'on voit dans ce documentaire sont très difficiles à regarder. On imagine que vous n'avez pas tout mis. Vous faites aussi appel dans ce document au talent de notre journaliste Adèle Gastel, qui illustre par le dessin certains propos, certains faits. C'est parce que justement certaines images sont trop difficiles à regarder? En fait, on a fait le choix, on a supprimé des images qui étaient beaucoup trop difficiles à voir. Les images, effectivement, de la répression, il ne fallait pas les cacher. On a fait le choix de ne pas les flouter pour la majorité d'entre elles, parce que c'est la réalité des Iraniens aujourd'hui. Et le crayon de Adèle Gastel a, par exemple, redonné vie à Robina, à Mignon. Il a retracé ces quelques heures de manifestation à l'issue de laquelle elle a été tuée. Et c'était important aussi de retracer ce qui s'est passé à l'intérieur des hôpitaux. Donc effectivement, ces dessins complètent et donnent l'ambiance générale, l'atmosphère générale de ce qui s'est passé ces jours-là. Sepideh Farsi, c'est toujours difficile pour un téléspectateur de se confronter à une telle réalité, mais c'est important qu'on la regarde en face finalement, même si c'est dur. Absolument. Il est nécessaire, je pense, de partager ces images. Nous, on les avait vues, en fait, une par une, ces vidéos, en fait, on dort très peu depuis un mois et demi. Depuis le 28 décembre, on approche le mois et demi, là. Moi, je suis pendue à mon téléphone. Je me réveille en pleine nuit. Enfin, je dors 1 heure, je me réveille, je cherche des images. On est tous dans un état un peu surcharge mentale et émotionnelle à la recherche. Donc, on les connaissait. Mais ce qui est intéressant ici, c'est d'abord d'avoir le timeline, c'est-à-dire de voir la progression, même si nous, moi, j'ai les dates complètement, les villes, tout ça, j'ai une sorte de topologie mentale, mais aussi pour des non-iraniens, enfin, pour les spectateurs qui ne sont pas exposés aux faits, qui ne connaissent pas les détails, c'est vraiment important. Et c'est très dur. Mais c'est important de parler de ça et de se dire que ça continue encore. C'est-à-dire que ceux qui ont été touchés par balles, qui ont été éborgnés, qui sont morts, qui sont blessés, beaucoup sont partis malheureusement. Je ne connais pas le chiffre exact, mais tout est de trop. Mais aujourd'hui, dans les prisons, les tortures, ça continue, les interrogatoires, les aveux forcés à la télé.
et on est sans nouvelles de dizaines de milliers de personnes. Oui, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de toutes ces personnes qui ont été arrêtées et où sont-elles aujourd'hui Est-ce qu'on sait exactement quel sort leur est réservé? Alors là, l'urgence, effectivement, c'est très bien d'en parler, c'est les exécutions à venir. C'est que toutes ces personnes qui ont été arrêtées font face à un danger d'exécution et de peine de mort imminent. Les docteurs qui ont été arrêtés, certains ont été relâchés, mais d'autres sont encore en prison. Beaucoup de manifestants, il y a notamment un joueur de football qui peut être pendu à tout moment. Et il y a également des activistes politiques qui ont appelé un changement de régime, qui ont signé une lettre, qui ont été arrêtés. Il y a notamment Vida Rabbani, qui était en prison. Son mari est allé la voir aujourd'hui. Elle a refusé de porter le voile obligatoire et lui ont rasé la tête. Ça s'appelle l'appel des 17, tu parles de ça. Voilà, Cépidé en parlera. Donc ça, maintenant, l'attention, il faut qu'elle soit là-dessus. L'attention de la communauté internationale, la répression à huis clos, elle continue avec des exécutions, avec des peines de mort qui sont prononcées. Donc il y a des procès en cours. Mais en fait, ce n'est pas vraiment des procès comme nous, on l'imagine ici. Ce sont des procès expéditifs, sans avocat. Les avocats n'ont pas le droit de défendre leurs clients. C'est un religieux, dans des tribunaux révolutionnaires qui existent depuis 47 ans, qui prononce des peines de mort sous prétexte de Mohalébé, donc une sorte de tiroir judiciaire qui est guerre contre, ce qui veut dire que vous êtes en guerre contre Dieu et vous pouvez condamner à mort comme ça des milliers et des milliers de personnes. En fait, il y a eu quelques faits qui ont donné, non pas que ce soit un régime tendre, de toute façon c'est un régime sanguinaire qui a montré de quoi il était capable. Mais dans cet épisode, cette séquence historique, il y a eu quelques éléments qui ont contribué au fait, ont donné des prétextes encore plus importants et plus faciles à utiliser au régime pour donner des peines de mort. Notamment un tweet de Mossad en persan dans les premiers jours en disant allez-y, nous sommes parmi vous. Enfin, il y a eu des choses comme ça, même s'ils n'étaient pas là. Imaginons, parce que le mouvement est vraiment parti des Iraniens. Ça n'a pas été mais ce genre de communication en fait et d'intervention, ou ce qu'a dit Trump par exemple, le régime les utilise pour qualifier les manifestants de terroristes, d'émeutiers, et après ils ont la peine de mort, mais en un rien de temps. En fait, il y a pas de procès. C'est juste une charge qui est prononcée contre eux, et après on peut plus rien faire. D'ailleurs, il y a beaucoup d'avocats qui sont arrêtés, les médecins beaucoup. Moi, plusieurs de mes proches ont été convoqués. Donc en fait, les convocations, parfois ça finit par une arrestation. C'est de l'intimidation. Parfois c'est de l'intimidation. Ils leur disent bon, attention, on vous a à l'œil, donc surtout vous ne communiquez pas, etc. Donc c'est une ambiance de terreur absolue là. Est-ce que vous y avez cru toutes les trois à un moment? Est-ce que vous avez cru qu'il pouvait y avoir un basculement, un changement de régime, comme beaucoup d'Iraniens qui sont descendus dans la rue lorsque Donald Trump a dit qu'ils allaient les aider? Il y a eu une lueur d'espoir en vous ou pas du tout? Ouais, on est humain. Je pense que oui, à un moment, on a quand même une étincelle en nous, même si ça semblait trop facile de se dire que le régime allait tomber en 2 jours, 3 jours. Mais on se dit toujours que oui, 15 minutes avant que la chute d'un régime, on se dit toujours, bon, ils sont... Voilà, on le dit, voilà. Donc, mais ça, je sais pas, oui. J'y ai cru sans y croire complètement, oui. Parce que je connais ce régime aussi. Je sais qu'ils sont capables de tout pour garder le pouvoir. Moi, j'y ai cru le jeudi 8 janvier. Avant le blackout? Avant le blackout. Et après, c'était un état de sidération, de très forte inquiétude. En fait, pour moi, l'heure de vérité, c'était quand Reza Pahlavi lance cet appel en disant « allez à 20h ». Voilà. Je voulais comprendre l'ampleur qu'il avait en Iran. Si vraiment, le nom qu'on entendait, si c'était suivi. Et quand je vois ces foules partout, il y a évidemment une vidéo d'un quartier à Téhéran que je connais très bien, et j'ai vu cette foule sur ce boulevard. Et là, je me suis dit, ah oui, là, ils sont sortis. Ils n'étaient pas sortis comme ça en 2022 pour Mahsa Amini. Il y avait eu des manifestations dans toutes les provinces de l'Iran, les 31 provinces, mais c'était pas des manifestations. Là, c'est vraiment une agrégation de toutes les colères qui les a mis dans la rue. Et là, on y a cru, mais évidemment en se disant que le régime ne lâcherait jamais, parce que le régime ne veut pas partir. Et pour rester au pouvoir, ils répriment, ils exécutent, et ils font régner la terreur pour juste se maintenir au pouvoir. Vous dressez un parallèle avec les manifestations de 2022 après la mort de Mahsa Amini.
vous dites que c'est différent parce que l'ampleur est différente. Dans votre documentaire, vous évoquez aussi le recours aux armes de guerre. C'est nouveau, ça, ou pas ? Le recours aux armes de guerre, ça a eu lieu déjà en 2022 pour réprimer les manifestations après la mort de Mahsa Amini, mais c'était limité aux régions kurdes iraniennes, qui sont malheureusement un laboratoire de l'horreur. Et là, cette fois, en fait, cette horreur, ça s'est abattu sur tout l'Iran. C'est-à-dire que dans toutes les villes, il y a eu ces armes de guerre. Donc, on parle de Kalachnikov. Vous avez vu le documentaire, on parle de mitrailleuses qui font des dégâts qu'on ne peut pas mesurer et qui tuent immédiatement. Donc là, il y a une vraie différence et on le voit avec le nombre de morts. On ne sait pas exactement combien de personnes sont mortes. Les estimations des ONG, c'est plus de 6 000 et ils travaillent encore sur à peu près 11 000 cas. Et on peut estimer aussi que ça pourrait aller jusqu'à 30 000. Même on ne saura jamais parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de familles qui ont enterré eux-mêmes leurs morts pour ne pas que l'État iranien leur prenne. Ils ne l'ont pas forcément déclaré. Voilà. Donc on n'est pas sûr de savoir un jour, mais par rapport aux manifestations contre Mahsa Amini, l'ampleur, c'est vraiment autre chose. Pour en revenir aux... Pardon, je voulais juste réagir sur un autre épisode de massacre en Iran de 1988, à la fin de la guerre Irak-Iran, lorsque Khomeini donne l'ordre de vider les prisons et que les prisonniers politiques sont exécutés en 3 mois, en fait, plusieurs milliers. On est 40 ans après, quasiment 40 ans après, on ne sait toujours pas le nombre exact, en fait, malgré toutes les listes. Moi, j'en ai même tapé pendant que j'étais étudiante. On recevait les listes, on essayait de les mettre dans l'ordre et les donner pour qu'elles soient publiées. On est aujourd'hui encore incapable de dire exactement combien de personnes ont été exécutées avec des... Bah oui, parce qu'il y a des disparus, il y a des... Et il y a des familles qui n'osent pas, en fait, en parler. Donc, l'autre remarque que je voulais faire, c'est que cette révolte, qu'on appelle maintenant quand même Révolution 2026, on peut le dire, d'une nature vraiment révolutionnaire, se bâtit sur toutes les autres vagues de manifestations qui ont eu lieu depuis pratiquement 79. En fait, mars 79, les femmes sont déjà dans la rue. C'est-à-dire que 1 mois après le début de la révolution, enfin de la prise de pouvoir par Khomeini, on va dire, elles sont déjà dans la rue. Et après, on a tout le temps comme ça des vagues. Et les dernières, on les connaît, enfin 2009, 2017, 2019, 2022. Et puis, les échéances se rapprochent. Donc, et les gens n'en peuvent plus, en fait. Pour en revenir à celle de 2026, après la répression, après le blackout, vos proches en Iran, on le voit dans le documentaire, ont repris contact avec vous. Leurs messages disent tous la même chose, ils vont bien physiquement, mais ils sont détruits moralement. Ils ont peur aussi. Comment ils vont aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils vous racontent de leur vie au quotidien ? Moi, il y a un de mes proches qui a vu le documentaire. Et il a beaucoup pleuré, beaucoup, parce que... Alors, il a mis beaucoup de temps à le regarder parce que la connexion Internet est compliquée. C'est leur quotidien et à la fois de le voir comme ça, bout à bout et narré, ça réveille des choses. Ils vont bien physiquement, voilà, mais ils sont effectivement abattus, sidérés, en dépression très profonde. Aucune échappatoire, l'impression de s'être fait complètement lâcher, parce que quand même quand ils manifestent, il y a Donald Trump et Reza Pahlavi qui leur dit l'aide arrive, on arrive, allez-y, reprenez vos institutions, on arrive. Et personne n'est venu. Ouais. Et donc ils ont été tués à la douchka, comme on le dit, à la mitraillette, à la mitrailleuse. Il y a des enfants qui sont morts. Il y a le jeudi 8 janvier, il y a des mamans qui sont avec leurs enfants dans la rue. Ouais. Et ils ont été tués. Ouais. Et donc cette impression d'être seul au monde, que personne ne parle d'eux, qui sont complètement abandonnés, donc ils ne vont pas bien. Aujourd'hui, personne ne va bien en Iran. Personne, à part ceux Mais personne ne peut l'exprimer. Et en colère, parce qu'en fait, ils disent, on a des slogans. J'ai vu des photos qui sont arrivées. On a donné du sang. Oui. Quel négo, avec 3 points d'interrogation. Mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Trump est en train de négocier. C'est hallucinant.
Oui, ce que vous voyez dans l'actualité internationale et dont on parle sur France 24, des négociations en ce moment entre les États-Unis et l'Iran sur le nucléaire, ça vous met hors de vous, en fait? Complètement. Parce qu'ils sont hors de là-bas. En fait, nous on relaie ce qu'ils pensent parce qu'ils ne peuvent, parce qu'ils sont muselés et qu'ils n'ont pas la possibilité. Donc, on relaie ce qu'ils pensent. Et beaucoup attendent cette aide. Et cette aide, c'est quoi? C'est une intervention militaire américaine. Moi, beaucoup. J'ai encore reçu un message. Pas de négo. Hein, pas de négo, mais j'ai reçu encore un message d'une d'une journaliste là-bas. Elle m'a dit quand est-ce que Trump va frapper. Et elle n'est pas du tout. Elle était contre la guerre des 12 jours au mois de juin. Mais il y a quelque chose qui a basculé là. C'est-à-dire qu'ils sont tellement désespérés que pour eux, le seul salut, ça va être une intervention étrangère. Alors que les Iraniens ont toujours été contre ça. Ils se sont toujours dit on va s'en sortir. Mais est-ce qu'ils sont dans le repli, du coup, en ce moment, ou ça continue de frémir? Je pense qu'il y a différents scénarios, ça dépend des personnes qui ont été plus ou moins touchées. Mais malgré tout, cette semaine, il y a eu des manifestations, des sit-ins pacifiques dans plusieurs universités, des universités de médecine, de pharmacie, parce que les étudiants ont perdu des amis et que c'est la période des examens. Il y en a qui ne voulaient pas, ils ne veulent pas passer les examens. Après ce qui s'est passé, donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment un silence en fait. Il y a encore des gens qui sont susceptibles de manifester malgré ce qui s'est passé. Donc il y a encore de la force, il y a encore de l'espoir. Puis tous ces gens qui sont en colère, il est possible qu'à la moindre étincelle, ça reprenne. En fait. Ça repartira, c'est sûr. Oui, la colère n'est pas partie. Et le mécontentement, moi, le dernier message, je l'ai reçu en venant ici. C'est ça recoupe un peu ce qu'on disait. Une amie qui m'écrit « Je vais bien physiquement, mais je suis désespérée, fatiguée et en colère ». Et je comprends la colère. Et en fait, je suis pas d'accord que tout le monde... Enfin bon, c'est vrai qu'on a des échos différents selon les gens à qui on parle et selon nos proches et les villes et les classes sociales et les personnes, tout simplement, parce que c'est vraiment une affaire, un ressenti personnel. Il y en a qui ne veulent pas, toujours pas, d'intervention militaire. Moi, j'ai des proches de moi. Il y en a qui, effectivement, en parlent, d'autres pas. Mais en tout cas, ils veulent de l'aide. C'est-à-dire qu'il y a d'autres manières aussi de mettre la pression sans aller négocier, parce qu'en plus, avec un régime qui tient jamais sa parole... ça on sait depuis le début donc à quoi ça sert de faire un deal nucléaire que Trump a déchiré il y a quelques années pour aller le refaire pour dire que j'ai fait mieux que Obama et puis pour finalement que ça ne tienne pas, au lieu de mettre la pression pour que les prisonniers politiques soient libérés, pour qu'une commission soit envoyée, pour qu'on aille vers un référendum, pour que les gens puissent aller voter. C'est ça que veulent les Iraniens en fait. Tout le monde veut aller voter. Une dernière question, vous êtes réalisatrice, vous arrivez à créer en ce moment? J'essaye, mais c'est très difficile. C'est presque impossible. J'écris. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues pour le débrief de ce document qui est donc à retrouver sur notre site internet france24.com.